Revivez la passion du match à travers nos box mystères. Des clubs français et européens jusqu'aux 6 nations. Maillot officiel de match, short et débardeurs pour hommes, femmes et enfants pour moins de 50 €. Craquez pour cette expérience unique et laissez le hasard décider sur unbonmaillotrugby.com. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la troisième mi-temps du Middle. Il va y en avoir des sourires sur le plateau et des sourires transmis aussi pour ceux qui vont nous écouter en podcast demain matin. Ashraf en régie, Yanis Guillou, Vincent Bissonnet avec moi sur le plateau. Bonsoir messieurs. Salut à tous. Salut Vincent. On va être heureux. On va vraiment être heureux parce que... On l'est déjà. Voilà. Comme d'habitude, un petit coucou à Loïc, Tristan, Manon et j'en passe qui sont actuellement dans la rédaction puisque oui, on tourne juste après la rencontre. Bonsoir à tous ceux qui arrivent dans le live. Et puis oui, on va avoir des sourires puisque les Bleus nous ont fait plaisir. Victoire 42-27 à Dublin sur la pelouse de l'Aviva Stadium contre ce fameux 15 du trèfle qui nous avait traumatisé notamment l'année dernière au Vélodrome. Les pendules ont été remises à l'heure, messieurs. On leur a rendu la monnaie de leur pièce, puisque l'année dernière, ils nous avaient fait très mal au casque. C'était en plus à la première journée à Marseille, et donc du coup, ça nous avait un peu ruiné nos espoirs de titre déjà de la première journée. Et là, c'est nous qui venons les doucher chez eux. Qu'est-ce que t'es heureux quand tu vois les tribunes là, personne qui saute à part des Français, les Irlandais qui sont là. Les tribunes qui se vident. Qui se vident à la fin. Ouais. Et ils ont loupé de laisser des Irlandais. Soit plus que dans la période où ils étaient assis. Ils marqueront pas l'histoire. C'est un match juste exceptionnel qu'on vient de vivre. Du 15 de France, un match historique je pense, tout simplement, même si dans le résultat c'est pas la victoire la plus large de la France en Irlande, dans les faits je pense qu'on n'a jamais été autant au-dessus de l'Irlande dans un match en Irlande, en tout cas moi j'en ai pas le souvenir, je suis jeune tu me diras, mais la deuxième mi-temps elle est juste exceptionnelle quand tu vois l'entrée du banc. Il y a tout le scénario, c'est-à-dire que cette première mi-temps quand même on a très peu le ballon, où on perd Antoine Dupont, il y a un peu tout qui... Voilà, on a l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui se goupille vraiment très bien, les Irlandais qui marquent d'entrée de début de deuxième mi-temps, et d'un seul coup ça bascule dans une sorte de folie où les Irlandais perdent complètement leurs moyens, où les Français se lâchent offensivement comme ils l'ont fait si souvent, mais pas forcément au moment où il fallait ces derniers temps. Oui. Et là tout s'est comme dans un rêve, tout s'est déroulé à merveille pour nous, et eux un vrai cauchemar alors bien sûr on va rester environ 1 heure comme d'habitude en compagnie d'un bon maillot rugby aussi, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui arrivent, on est heureux d'être sponsorisé par un bon maillot rugby, et bien sûr messieurs, un de vous deux aura la chance, ou vous deux, je sais pas, je vais pas me prendre pour le professeur non plus, mais d'ouvrir la boîte que j'ai, pour ceux que j'ai actuellement ici à côté de moi, et pour ceux en podcast, la boîte toujours la même. Un bon maillot rugby, un maillot d'une sélection du 6 nations qu'on ne sait pas du tout avant de l'ouvrir. Contrairement après le match contre l'Angleterre, là on serait même content d'avoir un maillot de l'Irlande. Là on signe pour tous les maillots tellement vous nous donnez n'importe quel maillot, on sourit. On mettrait les jours de loose un peu. Oui, donc voilà, mais messieurs, oui, vous avez fait un peu le début du travail, mais c'est vrai que si on regarde en grande largeur cette rencontre, si on fait du début à la fin, on va dire, sans caricaturer, mais il y a ce quart d'heure déjà où les Français ne voient pas du tout le ballon, indisciplinés, ils sont souvent sur la 5 mètres, et puis au final ce sont les Français qui marquent en premier. Déjà là on avait une indication de se dire bon, les Français sont vraiment présents, ils vont pas prendre le bouillon par exemple comme il y a 2 ans où c'était un peu le même scénario, sauf qu'ils encaissaient des essais. Oui, non, c'est vrai que comme tu as raison, début de match, physionomie complètement prévisible avec ces Irlandais qui récitent leur rugby, mais alors je sais pas toi, moi j'avais déjà un bon pressentiment, même si on n'avait pas le ballon. J'ai dit plusieurs fois dans la rédaction, 0-0, vous inquiétez pas, on saura nous marquer les essais, parce que j'avais ce pressentiment d'un surplus de talent côté français, et à l'inverse côté irlandais, d'autant plus avec toutes leurs absences, James Lowe, Ringrose, Furlong, enfin il y a encore d'autres. Et j'avais ce pressentiment que la France aurait le talent qui lui permettrait de trouver la faille, de finir les coups, parce que les Irlandais n'avaient pas aujourd'hui, et effectivement c'était qu'une question de temps. Il a fallu tenir quand même, il y a eu une énorme débauche d'énergie collective, et cette entame elle a été fatale je pense aux Irlandais, parce que c'est là où ils auraient pu vraiment prendre l'ascendant sur nous. Sur la durée, je doutais pas que notre talent ferait la différence. Puis avant tout, c'est la défense du coup. C'est parce que tu aurais pu craquer. Exactement. Les coachs amateurs diraient qu'un match ça se gagne avec les 3 C, je les citerai pas, mais aujourd'hui on a gagné vraiment avec les 3 C.
Oui, grosse, oui. Non, mais il en cherche d'autres. J'ai failli dire coup d'éant, ça marchait pas. Non, mais en termes de puissance, aujourd'hui, on a juste marché sur les Irlandais. Dès ce premier quart d'heure, tu l'as dit, quand on est quand même assez acculé territorialement parce qu'on a été pénalisé, on a su résister en défense parce qu'on mettait des gros timbres, tout simplement. C'est là qu'on a beaucoup vu Cross, c'est là qu'on a beaucoup vu aussi Moefana, même Biel Biarré a mis un énorme tampon sur Prendergast. Et donc, c'est aussi à ce moment-là qu'on leur a mis le doute dans la tête aux Irlandais et que nous, on s'est donné confiance, en tout cas en début de match, en se disant ah ouais, quand même, on résiste. Et après, forcément, quand tu résistes un quart d'heure de cette manière-là et que tu arrives à marquer, dans les têtes, ça te donne une confiance qui est tout autre et ça a changé le match. Et cette puissance, d'ailleurs, c'est un peu notre fil rouge du match puisqu'on l'a gardé de A à Z. Et on en a même eu encore plus avec l'apport du banc en 7-1 dont on parlera après. Non, mais c'est vrai, sur les plaquages offensifs, on n'a pas la stat alors on se retourne, mais c'est vrai, même le Gégou, quand il rentre, il en met 2 ou 3. Quoi. Et souvent sur Prendergast, le pauvre, on en parlera un peu plus tard, qui n'a pas fait le match de sa vie, loin de là, enfin, j'espère pour lui. Mais c'est vrai que physiquement, en fait, les Français ont pris le dessus. Même en première période, quand le score était serré, puis après ça a déroulé quoi, en termes de défenseurs battus, en termes d'espace créé, les Irlandais pouvaient plus rien faire. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le côté. Cette équipe irlandaise a pratiqué un rugby vraiment très léché, planifié. Elle maîtrise peut-être son rugby mieux que personne, mais elle est assez prévisible en fait. Et comme dans tous ces plaquages offensifs qu'on a vus, j'y vois beaucoup de lecture. Alors, évidemment, il y a de l'impact de ce que les mecs ont mis, notamment Cross et Moefana, dont on connaît les qualités défensives. Mais il y a aussi tout ce travail préparatoire qui a fait que les Français, ils étaient sur le porteur de balle à chaque fois. Et donc, du coup, les Irlandais, au bout d'un moment, quand tu attaques en reculant, ça coupe de suite beaucoup plus compliqué de trouver des failles. Le meilleur exemple de cette domination physique, c'est la prestation de Bundee Aki, qui certes a été touché, mais quand il est sorti, ça nous a presque rappelé qu'il était sur le terrain. C'est un énorme joueur, c'est peut-être le meilleur 12 du monde à l'heure actuelle. Mais sur ce match-là, les Irlandais n'ont pas existé physiquement. Mangé par Moefana. Mais là, mais faut le dire. Mais après, là, tu peux dire ça de quasiment tous les joueurs irlandais. Au final, quand tu regardes Jamison Gibson Park s'est fait éteindre par Maxime Lucu. Non, mais je suis d'accord, mais pas en puissance. Je veux dire, lui, c'est le numéro 1. Quand l'Irlande domine, tu as ses percussions au centre du terrain de Aki qui met tout le monde sur le reculoir. Là, on l'a pas vu, ils l'ont pas utilisé. On l'a assez peu vu. Je sais pas comment on peut quantifier, mais aussi l'absence de James Lowe a pour moi eu aussi un impact là-dessus. James Lowe, quand tu regardes le match contre l'Angleterre, ils ont eu parfois de la déficit de puissance et c'est James Lowe, grâce aussi à sa puissance, qui a réussi à faire des différences pour permettre à l'Irlande d'avancer, de créer le break dans la défense. Et donc cette absence a pour moi été préjudiciable pour l'Irlande, mais il est vrai que au-delà de ça, aujourd'hui, les joueurs les plus agressifs, ils étaient français. Ceux qui savaient le mieux jouer au rugby défensivement, ils étaient français aussi. Ouais, et ballon à main aussi, apparemment. Non, mais c'est vrai que, mis à part les 2 essais qu'ils mettent à la fin, on ne dira pas que c'est anecdotique, mais presque. C'est qu'un essai, entre guillemets, sur ballon porté, même si, attention, je ne veux pas vexer les avares, mais il n'y a jamais eu de grosses brèches créées par les Irlandais où tu t'es dit, là, on prend le bouillon, ça joue évidemment. Non, en fait. C'est jamais fait. On a des fois été sur des fautes françaises. On a des fois reculé, mais c'était presque plus de l'adaptation. On faisait rideau. Et au moment où ils perdaient en précision, là on regagnait du terrain. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de. Mis à part, il y a ce double crochet intérieur de Keenan là, qui sème un petit peu le doute sur Barassi et Moefana, mais franchement, comme ça peut pas le seul souvenir vraiment de vrai break. Où tu t'es dit, on est à l'ouest en défense. Tu t'es dit, là, attention sur leur lancement, ils vont nous mettre à mal. J'aime bien parce que tu parles d'adaptation et je trouve que c'est vraiment l'intelligence tactique des Français sur le terrain qu'il faut souligner. Parce que si tu regardes notamment le premier quart d'heure, pourquoi on a été pris à défaut, c'est parce qu'ils ont beaucoup attaqué au bord des rucks et même au cœur des rucks pour avancer. Et donc du coup on a été un peu surpris et très vite au final on a réglé ce problème pour leur mettre la pression défensivement et avancer et gratter des ballons. Je trouve que ça démontre quand même une certaine intelligence collective de jeu. Je sais pas qui a induit ça sur le terrain, est-ce que c'était naturel ou est-ce qu'il y a eu une consigne qui a été passée, mais c'est quelque chose qui est quand même assez remarquable de s'adapter aussi vite à ce niveau-là. Après Cross, Aldrit, Dupont, niveau QI rugby on n'est pas embêté quand même. Oui, et en puissance, juste pour faire ça, ils disent après voilà, quand t'as des Boudéan, Aldrit, Antonio, Moefana, des mecs comme ça, mais à Foukiran, Guillard. Voilà, Guillard. Après, on en reparlera, mais ça fait de la viande. Tes défenseurs, tu manges ça pendant des dizaines de minutes, au bout d'un moment ça passe. Oui, tu sais que c'est pas sur la densité que tu vas les prendre. Donc voilà. T'as des mecs comme ça, mais comme on disait tout à l'heure, tu te rends compte, les Biel Biarré qui mettent des cartouches aussi, c'est dire l'implication de tous à ce niveau-là. Et il y a mettre la cartouche, mais il y a aussi
3 contre 1, donc il monte en pointe parce que sinon il va être battu parce que 3 contre 1, et puis cartouche, quoi. C'est pas plaquage, mais l'autre il passe après contact et tout. Là c'est cartouche par terre. C'est mettre le ballon au sol. Et c'est souvent ce que demandent les mecs, c'est mettre le ballon au sol. Aujourd'hui, t'as trop de talent pour laisser les mecs avec les bras comme ça, tu vas jamais arrêter de plaquer. Pour finir sur ça, on a aussi été intelligent proche de nos lignes, où on a été beaucoup acculé. Alors bon, on a pris des essais à la fin, mais j'ai envie de dire, le match était un peu lâché, mais par 2 fois, notamment j'ai le souvenir de Kroos et Boudéan. Aldrit et Boudéan, on a réussi à les amener dans l'embut et à les mettre sur le dos ou à les empêcher en tout cas de marquer. Et ça aussi, ça démontre quand même une intelligence tactique qu'on a eu tout le long du match en défense. Ouais, donc bon, la France a dominé. Bon, le score le montre, moins que sur ce qu'on a vu sur la deuxième mi-temps, mais bon. Quand même, on met 40 pions. Oui, au final, on va pas se plaindre des 15 points d'écart. Avant le match, on aurait tous signé. Et même personnellement, j'y croyais pas, donc je vais pas faire le. 5 points, t'en rends compte? De quoi? 5 points. Ah oui, et puis 5 points facile parce que tu mets 5 essais au final. Donc c'était même pas 4 just, t'es à 5 essais. Messieurs, juste en défense, c'est 90% les Français. C'est juste pour la stat, donc c'est pas mal. Les Irlandais sont un peu moins bons, mais les Irlandais ont fait moins de 100 plaquages dans le match. Réussi. Mais la stat au premier quart d'heure est immense. Je crois que 38 pour la France. 38 sur 38. 0 pour l'Irlande, mais 2 loupés. C'est incroyable. 2 loupés. Ils ont réussi 0 plaquage, 2 loupés, puis ballon perdu des Français. Après, ça prouve le quart d'heure qu'on a. D'ailleurs, un des 2 loupés, c'est Bundy Aki qui se prend le talon de Moefana dans la tête. Est-ce que ça a pu le perturber sur la suite de son match? Après, il est resté au sol, oui. Et il a été sonné 5 minutes après. Bon, pas match facile pour Bundy Aki. C'est pas le meilleur match de sa vie comme Prendergast. Après, oui. Il y a des Irlandais qui n'ont pas été à leur meilleur niveau, mais bon, on va pas. C'est facile quand t'es dominé. Sur pareil, voilà. C'est facile. On va voir les choses positivement. Oui, voilà. Osborne, il aurait pu traverser le terrain 4 fois aussi. C'était les Français qui les ont. C'est pas les Irlandais qui ont été mauvais, c'est les Français qui ont été. Il y a aussi, du coup, au-delà de la puissance, ce côté létal. On l'a mis pour Bielbiarré, ce côté efficacité des Français. Bon, l'interception, c'est une chose, mais bon, ça tue une séquence, tu finis entre les poteaux. Première occasion, tu marques. On a retrouvé aussi cette côté efficacité des Français, tueurs, qu'on avait pas du tout en Angleterre, faut le dire. Si on prend la première mi-temps, t'as raison, si tu prends la première mi-temps, vrai ballon de relance, on gagne un carton jaune sur le décalage de Ramos pour Bielbiarré, carton jaune sur McCarthy, je pense que c'est quand même un premier vrai tournant du match. Et après, le deuxième, du coup, dans la continuité, deuxième ballon d'attaque, essai. C'est vrai que là, 2 ballons d'attaque, un essai, un carton jaune. Alors qu'en face, tu avais eu 5 ou 6 ballons d'attaque avec 0 points. Ils sont venus dans leur but, ils sont. Enfin voilà. Oui, ils avaient raté une pénalité. Ils ont fait les bons mouvements pour se libérer, puisque les 2-3 premières séquences offensives des Bleus, qui sont très très courtes, c'est quand même un en avant, une mauvaise passe de Dupont, et je sais plus trop quoi, mais on conserve pas la balle. Et donc du coup, on a réussi à se mettre en confiance nous-mêmes, et aussi dans des replacements défensifs, quand je pense à la place de Bielbiarré pour Penaud au pied là, c'est des trucs, ça passe juste et tout, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est des trucs qui donnent de la confiance. Et donc après, forcément, dans le jeu, tu te sens un peu plus libéré, tu te dis ah mais si ça passe, alors je peux tenter plus de choses. Et au fur et à mesure du match, tu sens que cette confiance elle a grimpé pour les Bleus. Et offensivement, c'est ça qu'il faut justement pour être létal et pour contrecarrer ce qu'on a fait en Angleterre. Et ce qui nous a permis de marquer des essais. Premier essai, on le doit aussi au génie Dupont. Qui fixe le 3 contre 2 de défenseur. Et j'ai l'image en tête de Penaud qui fait pas un match incroyable, mais il a su prendre cette confiance pour faire la différence sur l'essai de Bielbiarré, le deuxième, quand il joue au pied là pour faire la différence au milieu de terrain. Où on a une action typiquement Penaud qu'on n'avait pas vue depuis assez longtemps, j'ai l'impression. Depuis le début du tournoi, c'est sûr. Après, mais alors juste encore avec les stats, mais l'Irlande a battu plus de défenseurs que les Français. Déjà, alors ça se voit pas au score. Non, mais c'est surtout que tu as marqué les essais avec des surnombres bien joués. Typiquement, l'essai de Bielbiarré le premier, t'as aucun défenseur battu. Mais Bielbiarré, par la passe de Dupont. Je pense qu'il a plus de franchissement que de défenseur battu, il me semble. Parce que voilà, c'est des contournements. Mais voilà, parce que des fois, tu vas battre un défenseur, mais il y en a un deuxième qui est là, tu le bats, il y a un troisième. Et puis ça montre un côté létal, comme vous disiez tout à l'heure. Ça montre le côté létal qu'ont par exemple des clubs comme l'UBB et Toulouse en top 14. On n'arrêtait pas d'asséner que l'équipe de France ne jouait pas assez comme ces 2 cadres du championnat qui font avancer la locomotive top 14. Aujourd'hui, on a joué exactement comme eux, c'est-à-dire beaucoup de dépossession, mais c'est parce que au final, quand on a le ballon, on marque. Donc forcément, tu as moins de possession. Et c'est exactement ce qui s'est passé, et symbolisé par des joueurs comme Bielbiarré qui est juste. Les Irlandais, ils ont battu des défenseurs, mais un peu au courage, entre guillemets, à l'arrache, quoi. C'est pas tellement sur le talent, et c'est pas là-dessus que tu fais les plus gros breaks. Attention les statistiques, les 10 dernières minutes. Il y a eu quelques plaquages manqués des Français qui, je pense, ont permis aux Irlandais de passer. Des cartons jaunes. Et puis Bissot a raison, c'est vraiment les défenseurs battus du désespoir, et ça montre aussi la solidarité défensive bleue. C'est vraiment, quand tu as un défenseur battu, ça s'est même pas ressenti, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de défenseurs qui étaient impliqués sur les actions. Par exemple, je crois que Moefana manque 4 plaquages. On n'a jamais eu, mis à part sur le crochet intérieur de Keenan, on n'a jamais l'impression qu'il y a eu un trou. Crochet intérieur de Keenan, il le rattrape.
Je vous dis, c'est lui qui le plaque. C'est lui qui le rattrape. Ouais, mais par contre, il y en a 2 autres où il se fait prendre, mais le crochet intérieur, il se reprend. On a rarement vu la Alors, je sais pas si ça compte comme une. Tu vois, si ça compte comme un plaquage raté quand tu le laisses. Bah, alors, il se fait prendre à l'intérieur, mais après, il arrive à le rattraper. Est-ce que ça compte quand même Tu feras l'interview d'un mec qui fait ça, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il y a les deux. Plaquage raté, plaquage je vais appeler le mec responsable des stats. Je ne veux pas dire de soucis, j'en sais rien, donc voilà, je ne te dirai pas. Et aussi pour terminer, par contre, voilà, les Français ont plus franchi, 6-4, et par contre 17 erreurs de main pour les Irlandais, 11 pour les Français. Ouais. Donc on va dire ce côté-là. T'as les stats des pénalités, parce qu'au début du match c'est quand même très inquiétant. On prend 6 pénalités, on prend 6 pénalités assez vite et au final j'ai l'impression qu'on règle plutôt le problème. Les Irlandais sont sanctionnés 6 fois, les Français 13. Quand même. Plus de 2 fois. Après, bon, t'es à 6 en un quart d'heure et tu prends 0 point. Et à la fin, t'en prends pas mal aussi. Oui, t'en prends pas mal avec le jaune de crosse. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on en pense des Irlandais qui vont en touche? Et dans le chat, ils ont dit manque de respect, qu'ils respectaient pas le jeu. Après, c'est leur jeu, que ce soit à l'Irlande et au Leinster, qui est quand même tellement confiance en leur touche, en leur molle, tout ça. C'est le jeu. Après, nous, on est français aussi maintenant. C'est le rugby moderne, on prend quand même assez rarement les points maintenant. Ça ne choque pas. Nous, on a encore une des sélections qui en prend beaucoup parce que tu as vraiment confiance à ton buteur. En plus, Ramos loupe la première transfo. Là, Prendergast, je sais même pas si c'est pas lui à 45 mètres qui dit bon, allez, on va en touche. Je ne pense pas, mais au final, quand ils ont pris les points, il a touché le poteau. Oui. Et ça reste à 0-0. Poteau, et après il s'est remis, mais oui, c'est resté à 0-0. Donc au final, voilà, dans le chat, ils parlent de manque d'humilité. Bon. Après, c'est leur jeu quand tu regardes le Leicester, qui est quand même une grosse partie. Ils construisent leur match avec des grosses entames où ils marquent beaucoup de points rapidement. T'as le contraste aussi où les Néo-Zélandais, par exemple, en Coupe du Monde, même s'ils jouent à Namibie, ils prennent tout le temps les points et après ils marquent les essais. Donc t'as un peu ce contraste de dire. Pas la même approche. Et voilà. Mais bon, c'est pas inhabituel de leur part en tout cas. Probablement, c'était pas juste les Français, on va les prendre en touche. C'est pas comme ça. Et on va pas dire qu'on était confiants quand ils allaient en touche à 5 mètres de la ligne quand même. On n'était pas ravis non plus. Il y a quand même occasion d'essai. Et pourtant, mis à part en début de seconde période, la France n'a pas craqué. Messieurs, on va passer aux notes si vous voulez bien. Allez. Alors les notes, je vais vous les dire, qu'on a fait mutuellement avec Vincent, avec grand plaisir. Il y a des désaccords, c'est avec nous qu'il faut voir. Il y a déjà eu des bagarres avant l'émission, donc on va pas remettre. C'est vrai que ça va mieux ton œil au beurre noir là depuis. Ouais. Pour un demi-point, ça va lui coûter de se battre. Alors les notes des Bleus, du 15 au 1 comme d'habitude. Thomas Ramos, 6,5. Penaud, 6,5. Barassi, 6. Barassi, plus mauvaise note de l'équipe de France. Moefana, 8,5. Meilleure note de l'équipe de France. Tu peux dire moins bonne plutôt. Moins bonne. Quand t'as 6. Moins bonne. Il y aura Moefana, 8,5. Meilleure note de l'équipe de France avec François Cross, on le verra un peu plus tard. Bielbarré, 8. Bielbarré autour d'un doublé encore. Ntamak, 6,5. Lucu qui a remplacé Dupont, on en parlera aussi de Dupont. 7,5 sur 10 pour Lucu. 7,5 pour Aldrit. 7,5 pour Boudéan. 8,5 du coup pour Cross, même note que Yoram Moefana. 7,5 pour Guillard. 7,5 pour Flamand. Et 6 pour toute la première ligne. Gros, Movaka, Antonio. Voilà. Donc bien sûr, ça va faire parler, attention. Ah, pas encore, ils étaient en train de m'écouter. Non mais on va revenir sur la blessure de Dupont. D'abord avant les notes, parce que Lucu rentre. C'est vrai que ça a été un moment où déjà toute la rédaction a senti un petit vent d'air frais. Voilà, il y a eu un vent glacial, je pense, dans toute la France. Aujourd'hui, on ne sait pas le verdict. À l'heure où on tourne cette émission, suspicion de rupture des ligaments croisés du genou droit. Le genou qui avait été déjà touché en 2018 contre l'Irlande. Mais bon, on ne sait pas grand-chose de plus. Et bon, les Français ont dû se relever. Et se sont bien relevés. Oui, c'est vrai qu'en plus ça coïncide un peu avec une fin de mi-temps un peu bizarre, où on sent les Français un petit peu entre deux. Là, il y a cette dernière pénalité un peu tout à fait évitable qui ramène les Irlandais à 2 points. Cette entame de deuxième mi-temps qui n'est pas non plus très, très convaincante de la part des Bleus. Et on s'est posé la question, on s'est tous dit, on a tous fait le lien. Alors, ils nous ont prouvé que c'était pas du tout le cas, mais c'est vrai que cette blessure de Dupont nous glace, parce que Dupont... Voilà, on a beau dire la star c'est l'équipe, ça reste un joueur à part, que tout le monde, voilà, qui occupe une place à part, je pense, dans le cœur de chacun. Et c'est vrai que voilà, voir notre Dupont, c'est comme voir Zidane à l'époque prendre un carton rouge, parce que bon, lui il prenait plus de cartons rouges qu'autre chose, que des blessures. Mais c'est vrai que voilà, il s'était fait un peu de sidération, parce qu'en plus on craint tous le pire évidemment. Et bon, je peux pas m'empêcher de me dire que ça gâche quand même un peu la fête. Et je pense que dans les jours à venir, les deux sentiments d'euphorie de la victoire et d'espoir du Grand Chelem et un peu le crève-cœur de voir Antoine Dupont rejoindre l'infirmerie pour sûrement de longs mois. Voilà.
Toujours est-il que les Bleus s'en sont remis et ça, chapeau. Il y a même un paradoxe au final. Alors, la blessure de Dupont est horrible. Pour nous, en plus français, on perd notre meilleur joueur, le meilleur joueur du monde certainement. Le mec qui avait fait la différence en plus pour nous sur le premier essai à ce moment-là du match. Notre capitaine, tout simplement. C'est quand même fort de perdre Dupont. Mais paradoxalement, c'est le moment où l'équipe de France s'est réveillée, a le mieux joué. Alors, je sais pas si je n'irai pas à dire que c'est tactiquement sans Dupont on est meilleur, c'est pas ça l'idée. C'est de dire que cette blessure nous a peut-être tous liés, en tout cas liés tous les joueurs qui se sont dit on va se battre pour lui maintenant et on va faire un match exceptionnel. Et c'est vrai que sans Dupont, et c'est aussi intéressant de le souligner, le 15 de France sans Dupont est capable d'être la meilleure équipe du monde. Même sans lui, même sans cet extraterrestre, on a tellement de bons joueurs. Pour le coup là une bonne tactique et tout ce qu'il faut pour bien jouer au rugby que même sans Dupont on a juste tapé l'Irlande quoi. Et alors il y a on va pas trop remuer le couteau dans la plaie avec Dupont, on attendra les résultats, encore une fois on les connaît pas à l'heure où on tourne. On est obligé de parler de Lucu du coup. Et là on va retrouver le sourire parce que Maxime Lucu Maxime Lucu qui a parfois été critiqué logiquement notamment lors du dernier tournoi tout ça a fait une entrée monumentale dans un contexte qui n'était pas facile, comme on l'a dit. En plus, Dupont sort, l'Irlande repasse devant quelques secondes après le début de la seconde période, et là on s'est tous dit 13-8, est-ce que le match n'est pas véritablement de tourner, et puis on ne reverra plus le tableau d'affichage, en tout cas on ne sera plus jamais devant. Et au final, on a fait plus que passer devant, on a mis un 27, 34-0 aux Irlandais, et avec un Lucu qui est monumental, notamment sur l'essai de Boudin, qui fait un énorme travail et qui a très bien géré. Mais de sa rentrée, c'est vrai qu'il y a cette première phase où il rentre, où on fait la réflexion entre nous, on dit il était direct dans son match, quoi. Il collait au ballon, on sentait qu'il prenait vraiment le jeu à son compte, et ça a été vraiment, cette première impression était la bonne, parce qu'effectivement il a eu tout ce que les supporters bordelais chérissent tant, hein, c'est-à-dire cette capacité à coller le ballon, à mettre du rythme, à jouer simplement, mais en même temps tellement efficacement, à mettre avec ses longs jeux au pied. Il a à peu près, je pense, tout réussi ce qu'il a tenté. L'action sur les Boudin m'impressionne. Pour lui, le premier, la blessure de Dupont, c'était un défi, parce qu'il allait être attendu plus que jamais. Voilà, la réponse, elle est éclatante. Et puis, il y aurait aussi eu des critiques. Si la France avait complètement craqué, indirectement, en parlant de la blessure de Dupont, vite, les débats auraient. Le Garec, Serein, Couillou. Comment ne pas être heureux pour Lucu quand tu vois tout ce qu'il a aussi subi l'année dernière. Il avait parlé de son mal-être, notamment vis-à-vis des réseaux sociaux, ce qu'il avait subi. Il était sorti du groupe, quand même, 15 de France, et Nolan Le Garec, qui était numéro 1 fin de tournoi dernier, puis numéro 2 en ce début de tournoi, et Maxime Lucu, de façon même presque bizarre, à récupérer sa place. C'était assez inattendu. Il y a le 7-1 qui a sûrement beaucoup joué dans cela, à récupérer sa place. Donc la genèse est quand même assez folle d'arriver à ce moment-là avec Maxime Lucu sur le terrain à la 29e minute du match entre la France et l'Irlande, quoi. Et au final, il s'est lâché, peut-être qu'il s'est dit pas deux fois, cette fois-ci j'ai ma chance, je la lâcherai pas. Et c'est vrai, comme tu l'as dit, il a fait du Lucu de l'UBB, quoi. Il a eu de la confiance, il a pris des initiatives, il a collé au ballon, et surtout, ses jeux au pied, c'est exceptionnel. Il a des jeux au pied monstrueux pour les sorties de camp. Il a juste, il a fait de l'ombre à Jamison Gibson Park, que tout le monde implore, j'ai envie de dire, comme le meilleur joueur de la planète, puisque Dupont est sur une autre galaxie. Tout le monde dit que Jamison Gibson Park a le plus gros jeu au pied gauche, pied droit. Lucu a prouvé que non. Lui aussi, il avait un coup de pied de mammouth, et lui aussi a fait beaucoup de bien à l'équipe de France, qui en plus n'a pas été mauvaise en touche derrière, donc forcément, tu as plus les bénéfices de ces longs jeux au pied. Et donc, voilà, je suis juste content pour Lucu, qui en plus assure le fait que sans Dupont, on n'est pas mort, on a quand même Maxime Lucu derrière. Et même si je pense que Dupont, ça va être dur de le voir contre l'Écosse, j'ai confiance en Maxime Lucu, et même en Nolan Le Garec, qui devrait arriver numéro 3, ou peut-être Baptiste Serein qui sortira d'outre-tombe, je sais pas, mais au moins on a confiance même à ce poste-là. Et puis il n'y a plus de débat aujourd'hui, c'est lui qui va débuter contre l'Écosse, il n'y a pas de souci. Je pense qu'à la 30e, on peut se poser la question de dire est-ce que Lucu c'était pas l'homme du 7-1 ? C'est vrai qu'après sa performance, je vois pas au nom de quoi il serait pas reconduit, en sachant que ça serait un défi différent pour lui. Oui, complètement.
voilà. Ce serait la confirmation. Même là, il avait presque tout à gagner contre l'Écosse. Enfin, c'est un adversaire un cran inférieur à l'Irlande, avec en France, avec la pression de la victoire finale. Ça serait un autre contexte. Mais bon, après, il a 31, 30 ans. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Il a une grosse expérience. Je pense qu'il est capable de la relever. Mais ça sera quand même une toute autre dynamique pour lui. Oui, bon, en tout cas, Maxime Lucu. Et puis oui, il y a un petit, c'est que Lucu il couvre 9-10 pour le 7-1. Voilà, c'était un des arguments aussi. Oui, par rapport à ce que peut faire Serein, mais Serein, bon, il n'est pas dans les plans dans ce tournoi. Peut-être va revenir dans le groupe. Ça serait le comeback de l'année. Pour le coup, juste quelques secondes. Qui d'autre? Baptiste Couillou. Oui, c'est Couillou, Serein ou Le Garec. Oui, voilà. Mais Le Garec, il est dans le groupe des 42. Mais ce sera le Garec. Dans le groupe des 42. Moi, je vois pas comment. Le groupe des 42. Je parlais feuille de match. Après, par contre, est-ce qu'on se pose la question de est-ce qu'on refait un 7-1 du coup? Est-ce que la blessure de Dupont amène cette question-là, puisque au niveau des trois quarts, Lucas était parfait pour le 7-1. Et là, est-ce que tu... on en reparlera, mais avec Oscar Gigot, on peut faire 8-0. C'est un 6,5. Après, si on continue un peu, on va rester en Gironde avec Yoram Moefana. Yoram Moefana qui continue son tournoi exceptionnel. Déjà, il avait été très bon contre l'Angleterre malgré la défaite, bon contre le Pays de Galles, très bon contre l'Italie, et là, exceptionnel contre l'Irlande. On attendait ce tournoi avec énormément d'impatience au sujet du Yoram Moefana qui n'avait vraiment jamais, qui avait jamais vraiment enchaîné en équipe de France. Voilà, il n'y a plus de débat. Aujourd'hui, le numéro 12, il n'est plus Yoram Moefana et on ne voit pas comment il pourrait le perdre dans les prochains mois. C'est le meilleur joueur du tournoi côté français pour l'instant. Donc il reste un match, l'Écosse, mais il a prouvé par sa constance, surtout dans toutes les performances, qu'il avait l'étoffe pour être le numéro 1 avec ce numéro 12 en équipe de France. Et le patron aussi au centre du terrain. Et le patron même de la défense, j'ai envie de te dire tout court, au niveau du centre du terrain. Alors oui, il rate 4 plaquages, mais en même temps, bon, c'est difficile pour un joueur qui ne s'engage pas de ne pas rater de plaquage, puisque surtout face à une ligne arrière irlandaise où c'est Robiencho et Bundyaki en face, quoi. Donc tu peux rater des plaquages. Mais oui, c'est le patron derrière. Et puis faut reconnaître Fabien Galtier qu'il a été patient avec lui, parce que c'est vrai que Yoram Moefana il n'a pas été très bon dans ses premiers temps avec l'équipe de France. Alors il a été aussi basculé 12-13 L. Donc meilleur à je pense ne l'a pas aidé, mais je pense qu'aujourd'hui stabilisé, ça a donné raison à Galtier et il enchaîne. Puis c'est comme avec Lucu, on a attendu des mois pour voir le Moefana de l'UBB en fait, parce que cette équipe bordelaise nous régale tous les week-ends top 14 et c'est vrai qu'il y avait plusieurs joueurs et Moefana en faisait partie. On se demandait ce qui se passait une fois qu'il passait la porte de Marcoussis. Cette fois, on a l'impression que ça y est, c'est le Moefana de l'UBB. On avait toujours l'impression, surtout quand on connaît son potentiel physique et ses performances en club, qu'il était un peu en dedans. Voilà, il mettait moins ce côté percutant, on le retrouvait pas complètement. Et là, aujourd'hui, je pense qu'il a pas tout réussi, évidemment, notamment en défense. Voilà, quelques petits excès d'engagement, tout ça. Mais voilà, sur la dimension physique et tout, il a été tellement impactant. Je pense qu'il a fait mal aux Irlandais. Il a fait au contraire du bien à ses partenaires en voyant qu'on pouvait gagner une ligne d'avantage avec ces Irlandais. Voilà. Après, il y a encore, je pense, une belle marge de progression, notamment offensivement, où je pense qu'il est loin d'avoir montré tout ce qu'il pouvait faire. Mais voilà, cette énergie positive qu'il a amenée au centre du terrain a fait plaisir à voir. Après avoir longtemps déploré une forme d'attentisme, parce qu'il ne s'est jamais échappé non plus. Mais c'est vrai que voilà, on a l'impression enfin qu'il a pris son envol. Ce que je dois reconnaître particulièrement sur ce match, c'est qu'en fait, il a été très présent dans les moments faibles du 15 de France. Dans le moment faible, il s'est montré en leader, à l'instar de François Cros. Donc c'est pour ça, je pense aussi que c'est les deux forcément qui ont été mis en valeur dans vos notes, mais les deux ont été dans les moments faibles des leaders de l'équipe de France, notamment défensivement. Ouais, avec Aldrit au début de match. Il était un peu le seul à rivaliser physiquement, et c'est vrai que Moefana, l'une des premières actions où il met deux cartouches tampons direct. Et il y en a même ceux qui couraient partout, qui étaient partout. Bon, au final, il a vraiment été partout tout le match. Et du coup, il y aura Moefana, meilleure note avec François Cros. Est-ce qu'on peut parler de François Cros? Mais comme on disait, on en souriait. C'est dans ces matchs-là qu'on le voit, François Cros. Typiquement, c'est l'arme anti-irlandaise. Typiquement, j'ai pas une question qui est pas du tout méchante envers lui, mais qu'est-ce qu'on retient de lui en seconde période? Mis à part son carton. On retient pas grand-chose parce qu'il fait le travail de l'homme une fois que son équipe déroule. Par contre, quand son équipe souffre, son casque, il est dans tous les rucks, il prend des coups, il fait des plaquages. Quand son équipe déroule, c'est lui qui fait le contre-ruck sur l'essai après de Bielbiarré le deuxième. Mais typiquement, toi tu le remarques. Mais combien de personnes l'auront remarqué dans le match? On s'est plus extasié devant l'essai de Bielbiarré que. Alors, qui c'est qui a fait le contre-ruck? Bon, ça on s'en fout. Ben oui, mais sans ça, il n'y a pas l'essai. Mais bon, ça c'est toujours pareil. Mais c'est vrai que François Cros a fait du cross, comme je l'ai dit. 15 plaquages en 30 minutes.
il finit à 17, donc il s'est vraiment calmé après. 15 packages en 30 minutes quand même. Bon, donc c'est colossal. Quand je vois comme ça, j'ai toujours le souvenir du quart de finale de Coupe du Monde où il était sur le banc. Ça restera un petit regret éternel. Voilà, désolé de remettre un petit coup de couteau dans Attention, la plaie. n'attaque pas trop ceux qui étaient titulaires. Oui, mais je le dis comme ça. En termes de profil, ça démontre un truc. En termes de profil, quand même, c'est vrai que c'est un des premiers noms à mettre sur la feuille. Non, mais ça démontre un truc. Ce qu'il dit, c'est qu'il est sur le banc en quart de finale aussi parce qu'il brille pas autant que les autres. Tout simplement. Et c'est aussi parce qu'il fait du travail de l'ombre. Je pense que le staff est assez compétent pour le voir quand même. Mais les autres ont une certaine hype presque offensive que lui n'a pas, qui le dessert au final dans l'image populaire qu'on a de lui, de ce joueur. J'ai l'impression qu'à force. Ah bah maintenant, c'est impossible de l'enlever. J'ai l'impression qu'à force d'écrire qu'il c'est un joueur de l'ombre, on l'a mis dans la lumière, quoi. Si je peux me permettre, on l'a poussé. Là, forcément, oui, c'est plus un. J'espère qu'on l'a poussé devant le lampadaire et regardez qui c'est, quoi. C'est François Cross. Mais c'est vrai, comme j'ai l'impression que c'est le papa, quoi. C'est un bel exemple, le contre-rack sur l'essai de Bielbiarré. Et c'est vrai que personne, tu vois, moi, même moi, je ne l'avais pas vu. J'ai vu Gelon, j'ai vu un autre pilier qui était derrière, mais c'est vrai que le premier, c'est François Cross. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne remarque pas. Et c'est ce qui fait sa force aussi. Mais tu vois, il a sauté en touche aussi. Bon, après, il allait un peu trop loin, il a pris son jaune, mais le jaune, il a jeté le casque entre les. C'est vrai que tu parles de la touche gladiateur. Et débrouillez-vous. Pas étranger à la bonne performance de la touche française face à la meilleure touche du tournoi pour l'instant qui était l'Irlande. C'était la meilleure touche du tournoi. Donc c'est pas négligeable. Donc lui, mais aussi Boudéan qui a sauté à même Aldrit. Mais je pense que les Irlandais qui voient partir Peter O'Mahony, ils aimeraient bien avoir le leur quand même. Oui, alors juste, je le dis parce qu'on a Marc Dusan qui est à Dublin. Alors pour Antoine Dupont, pour le genou. Donc suspicion d'une blessure assez grave au genou, c'est Fabien Galtier. Et la France va citer les joueurs Tad Burn et Andrew Porter, qui sont en fait auteurs du DBH sur Antoine Dupont. Ça fait beaucoup parler dans le chat aussi. Et ils vont aussi citer le joueur ayant provoqué la commotion de Pierre-Louis Barassi. Oui, qui a carton jaune. Voilà. Bon, ok, pour moi, qui moins. Première vue qui me paraissait moins scandaleuse. Voilà. Après, est-ce qu'il Nash, il y a tête contre tête. Nash, pour moi, c'est à peu près la même image que Ntamak au. Oui, Barassi, pour moi, est un peu dans la chute. Donc pour moi, il faut qu'il n'y ait pas matière à scandale. Sur Berne, sur Berne, quand même, oui, là pour le coup. Après, je pense que Fabien Galtier surfe un peu sur une grosse. Vraiment, il sent un peu que la commission, on a l'impression, attention, on est français, mais je crie pas au complot, on a l'impression que Ringrod Ntamak n'a vraiment il n'y a pas eu le même jugement, alors qu'il y avait quasiment les mêmes causes. Et puis, du coup, le rugby français sait qu'il peut un peu surfer sur la chose en train de dire bon, écoutez, là, c'était pas normal, donc là, on va pas laisser passer. Bon. Et puis, je sais pas est-ce que ça aboutira? On ne sait pas encore. Mais alors, sans parler de complot ni rien, pas du tout. J'ai trouvé les Irlandais très à la limite sur le match dans tout ce qu'ils ont fait. On parlait de O'Mahony par 2 fois qui a plaqué sans les mains. Avec le dos. Sans les mains, Bielbiarré. Après, ils ont été pris par la patrouille sur. Alors, je sais plus qui retient Ramos par le McCarthy. C'est McCarthy, voilà, qui prend un jaune. Oui, il y a Prendergast qui retient Bielbiarré. Mais tout le long du match, ils ont fait ça et j'ai l'impression que les. C'était l'énergie de l'espoir pour moi. Voilà, quand rubistiquement, entre guillemets, t'es débordé. Est-ce que c'est pas un peu un vice qu'ils ont déjà des Après, attention, on parle du vice. J'ai jamais vu un Irlandais tirer le maillot comme McCarthy l'a fait à Ramos. C'est pas du vice. Après, là, c'est tu vois, l'énergie du espoir, là, il y a 0-0 quand il fait ça. Mais surtout, ils sont dépassés. Ramos, c'est même pas tant dangereux. Sur la première attaque française, les deux sont dépassés. Et McCarthy et Prendergast. Ramos, c'est même pas tant dangereux que ça sur l'action. Oui, là, c'est un gros manque de maîtrise. Il y a 0-0. C'est au quart d'heure de jeu. Tu es censé encore avoir ton souffle et pas craquer. Est-ce que c'est pas aussi de la frustration qui a été causée par la défense des Bleus et le scénario du match? Ça, c'est possible. C'est comme O'Mahony qui plaque avec le dos. Je pense que déjà, si moi je le fais, je me relève pas. Parce que Moefana plaquer avec le dos, c'est pas une bonne idée. Mais c'est vrai qu'il l'a fait 2 fois. Après, je vais pas te le cacher. Sur les 2 situations, ça me choque pas que l'arbitre ne siffle pas. Et après. C'est un truc aussi qui est à noter, c'est qu'on parle beaucoup de la France qui a été pénalisée 2 fois plus que les Irlandais, mais les Irlandais ils ont pris 2 cartons jaunes. Nous, le carton jaune de Cross, bon je le compte pas, il est à toute fin, ça sert à rien. Mais les 2 cartons jaunes irlandais sur des moments quand même assez chauds du match, sont des fautes cyniques. On était plus pénalisés, mais eux ont été pénalisés plus gravement que nous au final. Ouais, parce que tout à l'heure, en fait, on a peut-être été plus pénalisés parce qu'un peu sous pression, mais au final, ceux qui ont été débordés, c'était eux. Ils font des vraies fautes quand tu es à la bourre, quand tu sens que l'adversaire est en train de te dépasser. Mais alors il y a la faille qui veut qu'on parle du 7-1. Alors je sais pas, il dit ça marche pas. Alors ça marchait pas jusqu'à la 50e.
parce que ça fonctionne pas le 7-1. Alors oui, on aurait pu. C'est vrai qu'on a failli assassiner le 7-1 quand Dupont est sorti. C'est un peu quand Dupont est sorti, tu te poses la question de est-ce que le 7-1 là maintenant, s'il y a un pété derrière, on est mort. Alors si voilà, il est pas, je sais pas si c'est un garçon de fille, il a le droit de pas être d'accord avec nous, c'est le débat, mais pour le coup, l'entrée des avants et l'entrée de Djegou au centre. C'était un risque, mais personne en France, j'espère, dira que c'est raté. Parce que pour le coup, déjà, si on peut rester sur Djegou, qui rentre au centre, qui joue au pied, qui joue au pied, qui passe sur le pas, qui fait tout. Le jeu au pied peut inspirer, on va pas se mentir, mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Ouais, jouer peu de pression. Oui, ça n'a pas été le plus mauvais de l'après-midi. Mais voilà, surtout ce qu'il fait derrière, il met une grosse cartouche. Il met une grosse cartouche, il fait une entrée énorme, et puis on n'a pas senti la France prise au dépourvu parce que Djegou était au centre. Alors il est passé 12, Moefana a glissé 13, mais je vois pas ce qu'on peut dire de mal sur le 7-1 après ça. Non, mais il y a vraiment eu cette. Si on reprend le déroulé du match, la timeline, le banc rentre à la 49e, et c'est le moment où on commence à les tabasser. Je pense que il y a eu vraiment ce que voulait Fabien Galtier, cette deuxième lame qui arrive, ce qu'on jalousait dernièrement chez les Sud-Africains, c'est sa capacité à avoir vraiment un deuxième pack qui rentre et qui fait très très mal. Aujourd'hui, on l'a eu pleinement, quoi. Alors pas tellement en mêlée, tout ça, mais dans les rucks, dans le combat dynamique, c'est là où on les a bouffés. Oui, on les a tués physiquement, et du coup vient la question, est-ce que Meafou n'est pas mieux dans ce rôle? Alors, ça c'est dicté avec la performance de Guillard. Non mais je suis d'accord avec toi. Encore une fois, très 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 bon. Et surtout Guillard qui a fait un truc qui manque à l'équipe de France, il a gratté des ballons. C'est un truc, ça a été un défaut de l'équipe de France, quand même, on peut le dire, depuis plusieurs années, avec Danty. Après Danty, on s'est retrouvé l'année dernière, notamment, en gros manque de grattage avec Movaka qui a pris le pouvoir sur Cross a gratté, Aldrit a gratté, on a retrouvé des grattages, mais si on reste sur Meafou, oui, on peut poser la question parce que Guillard a prouvé qu'il a le niveau international, qu'il peut faire 50 très très bonnes minutes, et puis t'envoies le tank 30 minutes. Est-ce que c'est une possibilité aujourd'hui? Déjà, je vois pas le staff changer une équipe qui gagne pour l'Écosse. Non, voilà, en plus, Emmanuel Meafou revenait à la compétition après un petit souci. Donc, c'est vrai qu'effectivement, à court terme, la logique voudrait que Michael Guillard reste numéro 5 et que, finalement, Emmanuel Meafou, qui est un peu l'espèce d'arme ultime du bomb squad à la française, entre à la 50e. À terme, la question n'est pas farfelue quand on voit les prestations de Michael Guillard. C'est une question de profil aussi. Oui, question de profil, question de. Après, on connaît Fabien Galtier, ceux qui commencent, les finisseurs, il nous dira que c'est pas entre guillemets une sorte de jeu hiérarchique, c'est plus une sorte de profil. Juste rapidement, parce qu'on avait dit, je fais un point score parce qu'on tourne en même temps que l'Écosse. Encore une fois, je prends un PC parce que maintenant, comme on est en podcast, juste à la 35e, l'Écosse a le bonus offensif. Ah, d'accord. Contre les Gallois. La c'est fini. Bon échauffement. En tout cas, c'est ce que dit le chat, mais Ashraf en régie me dit quand même que l'essai gallois est très beau, parce que les Gallois ont 8 points, mais l'Écosse a déjà le bonus offensif. On rate un match de ouf là. On va pas rester longtemps. Il y a au moins 5 essais déjà. Parce que ceux qui nous écoutent en podcast auront le résultat final, mais nous mais en tout cas 28-8 à la 35e pour l'Écosse, qui va pouvoir préparer la venue en France. Mais revenons sur le 7-1, du coup sur l'entrée. Aujourd'hui, c'est une réussite parce que Djegou a démontré, parce que Meafou a fait une entrée de fou, Julien Marchand a fait une entrée très, très bonne entrée. Colossale, Siriba a été actif, tous, peu de joueurs ont loupé leur entrée. Aucun joueur n'a manqué son entrée. Hugo Rado est rentré en fin de match. Oui, mais alors on l'a pas vu, mais est-ce qu'on peut dire qu'il a manqué son entrée? Non, je suis d'accord avec toi, mais c'était un pari. C'est un pari réussi, même s'il y a eu quelques minutes de crainte après la blessure de Dupont. C'est vrai qu'il faut là, pour le coup, un peu je crois que c'est presque le sujet qui avait fait le plus débat dans ce 7-1 de Fabien Galtier. Brian O'Driscoll avait laissé entendre. Donc Vincent Misseux de mettre l'Irlande en feu, c'est-à-dire confondre Ronald O'Gara avec Brian O'Driscoll. Avait laissé entendre que même c'était presque une bêtise, une connerie, on peut le dire, que c'était vraiment, en fait, alors que le scénario du match aurait pu vraiment compliquer la chose, finalement, le plan a parfaitement fonctionné. Faut aussi souligner quand ça marche, on le dit quand ça tourne mal, comme en Angleterre, on s'en souvient il n'y a encore pas si longtemps. Oui. Mais là, pour le coup, la double lame du pack français a cisaillé le. Exactement, et ça marche d'autant mieux face à l'Irlande qui a quand même il y avait une paire de centres assez peu mobile mais très puissante, d'avoir mis Djegou au centre, donc ça aurait pu être aussi Boudéan, mais c'était pas choquant parce qu'au final de vitesse tu te faisais pas forcément prendre par ces Irlandais là, ils t'attendaient plus sur la puissance, et donc c'est là où on a été bon aussi grâce au 7-1. Et pour finir sur Djegou, et pour être totalement honnête avec vous,
c'est tellement dommage que maintenant, tout le long de sa carrière, il y aura sûrement cette histoire qui va lui coller à la peau. Alors, chacun sera une idée dessus, mais on est obligé de reconnaître que c'est un joueur de rugby exceptionnel. Quoi. Oui. Ce qu'il a fait avec La Rochelle lors des dernières phases finales et ce qu'il montre en équipe de France, il a parfaitement sa place sur le banc. Avec La Rochelle depuis son retour, si tu veux. Sportivement, il a parfaitement sa place sur le banc de l'équipe de France. Ah oui, c'est sûr. Là, bien, en vrai, l'entrée qu'il fait, je sais pas comment c'est possible de mettre des cartouches comme ça, d'être aussi actif. Et puis, on avait l'impression qu'il était centre. Ouais. Non, mais un mec qui débute le rugby aujourd'hui, t'invites un pote chez toi autour de boissons, comme tu veux, alcoolisé ou pas. Tu dis, regarde le match de l'équipe de France, il a jamais vu l'équipe de France. Bon, s'il connaît les postes, s'il regarde Gégou jouer, il dit putain, il est bon ce soir. Parce qu'en fait, il est 3ème Miniel, mais comme on a fait setup, et je t'expliquerai à la fin du match parce qu'on n'a pas le temps, je t'explique autour du barbecue. C'est vrai que c'est assez fou. Quand tu as l'action où les Irlandais justement essaient de déborder puisqu'ils visent Gégou au centre, et alors je sais plus, c'est Prendergast qui a le ballon, et donc tu as Moefana et Gégou qui arrivent à super bien communiquer, et Gégou qui doit sûrement dire à Moefana GGG, et au final il le plaque et Prendergast perd le ballon. C'est des vraies attitudes de centre lucide, et donc c'est pour dire que oui, Gégou est quand tu as ses qualités physiques et du QI rugby. Enfin, on fait tout un monde des numéros, mais je pense que les mecs quand même ils connaissent le rugby, et voilà. Et je pense que Gégou aujourd'hui sur l'explosivité, il a rien à envier à plein de centres qui jouent régulièrement en top 14. Voilà, j'étais pas entre guillemets, je peux dire que j'étais pas inquiet, mais en plus il rentre au moment où le flow est français, mais je suis pas si surpris que ça, connaissant un peu ses qualités athlétiques et rugbystiques, qu'il ait répondu présent. Et je pense que Fabien Galtier, s'il l'a fait, c'est qu'il a testé à l'entraînement, il a testé sous haute intensité, et il savait qu'il était capable de. Il n'est pas parti va en guerre en disant on verra bien ce qui vienne que pourra. Ça te fait aussi un joueur habitué au ruck au centre du terrain. Quand tu as le 13 qui va percuter, il sait bien déblayer. Je dis pas que les arrières ne savent pas déblayer, mais quand même un 3e ligne, il sait un peu ce qu'ils savent faire de mieux aussi. Attitude, s'il faut, bon plaque encore une fois, mais de la férocité au centre. Donc voilà, un mot sur le match de Prendergast. Merci. Le problème, c'est que n'est pas un mot. Non, mais le problème, c'est que Prendergast, au final, on l'attend comme le successeur de Sexton. Le successeur de Sexton. Et depuis novembre, il n'a pas un match référence. Le costume est trop depuis grand. Novembre, depuis novembre, quand tu regardes, on dit on est patient. Et moi, je continue à être patient parce que je pense que l'Irlande doit encore miser sur lui. Parce qu'ils ont que lui aussi. Même si Crowley n'est pas si vieux. Crowley n'est pas si vieux. Crowley, il a 25 ans. Oui, mais t'as l'impression qu'il a eu sa chance. Oui. Et c'est ça qui me fait de la peine pour lui, c'est que oui, c'est un très bon joueur, mais déjà Crowley, il faut regarder en Champions Cup aussi, il peut être très irrégulier, donc il a aussi eu sa chance, il a eu des bonnes entrées, il a aussi eu des matchs très moyens, et puis tu as l'impression qu'il a laissé passer son tour en fait, et du coup aujourd'hui c'est Prendergast, et puis on ira au feu avec Prendergast, puisque de toute manière, ce que n'ont pas les Irlandais par rapport à la France typiquement, c'est que nous on est tout en train de débattre avec des mecs, parce qu'on a 4 mecs à chaque poste. Tu vois, Lucu, est-ce qu'il va jouer? Oui, je pense, parce qu'il y a Serein, Couillou qui attendent, puisqu'il y a Le Garec qui est dans le groupe. L'Irlande en 10, alors on a Prendergast qui se blesse, je peux te dire qu'il se pose pas la question un quart d'heure, qui c'est qui va jouer en 10. Tu vois, c'est non, mais Prendergast, voilà. Il n'y a même pas d'assurance défensive, il n'y a pas d'assurance offensive. Aujourd'hui, sur un jeu comme ça, c'est pas possible d'avoir un 10 oscillant pour moi. Non, il y a un problème vraiment de lenteur, il joue en slow motion le mec. Donc au bout d'un moment, quand tu as une équipe qui veut mettre l'avait bien éclairé dans... c'est compliqué. Il m'a piqué ma phrase, mais vas-y, je te laisse. Benjamin Boyer l'avait bien éclairé dans le Midi Olympique vendredi, il avait dit sur l'exécution en tant que telle, c'est surprenant quand on connaît je me dis que c'est quelqu'un qui a une formation rugbyistique, son papa est un grand entraîneur qu'on connaît très bien en France. Je me dis qu'il a une formation rugbyistique de très longue date. C'est un joueur qui est jeune, qui est en plus il y a son frère qui est fin, je pense qui peut avoir de la vivacité, mais c'est vrai que dans son exécution technique, ça manque vraiment de fluidité, de rapidité. C'est ce qui m'a marqué, c'est sa vitesse, c'est sa lenteur. C'est vraiment dans tous les lancements, même au début de match. Plus qu'en termes de vitesse. Quand tu as un 10 de lent, c'est que tu as un gros jeu au pied. Il est arrêté, et typiquement aussi à l'inverse. Alors on peut pas comparer les choses, pas la même expérience, mais Ntamak a pas été transcendant, mais Ntamak il mettait tout le temps de la vitesse, il jouait tout le temps les coups, il fluidifiait le jeu. Voilà, et il ne tuait jamais les surnombres s'il y en avait. Non. La Prendergast, il jouait en marchant, à la fin il faisait d'un côté, de l'autre, d'un côté. Peut-être tu dis mais t'es le 10 de l'Irlande qui est la 2e nation mondiale aujourd'hui la passion du match à travers nos box pas le 10 de Grouillet en National 2 quoi. Enfin, et tu te dis ce mec il est pas fou en défense. Il subit, c'est logique physiquement. T'envoies Moefana dessus, il va pas te le retourner. Et puis, Belberé aussi, il a retourné. Mais non, mais voilà, mais c'est un truc qu'il n'a pas ou qu'il faut qu'il travaille aussi. T'es là aujourd'hui, un mec qui voit France-Irlande
et qui joue l'Irlande dans un match important dans 3 mois, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, mais les gars, vous embêtez pas, hein, vous visez le 10, hein, vous montez à fond sur lui, qu'est-ce qui va se passer? Ils pourront rien faire. Donc on parle d'un mec qui prend pas forcément d'initiative gagnante, qui subit au contact et perd des ballons au contact, qui est pas très précis au tir au but et qui fait pas gagner le mètre sur ses jeux. Voilà, je pense qu'on a vu je pense qu'aujourd'hui on a vu la pire version de près. Voilà, on va pas l'enterrer, et ça reste un très jeune joueur, je sais pas à quel âge il a exactement. Tu t'en perds, mais aujourd'hui il faut l'assassiner. Non mais évidemment, je pense que la presse t'es irlandais, tu te fais écraser à la maison, t'as ton 10 qui est censé être le dépositaire du jeu, qui fait ce match-là. Franchement, il y a beaucoup de questions à se poser. D'accord. Qui se fasse taper sur les doigts par tout le monde aujourd'hui, oui. Que ce soit définitif, que il n'y a pas de niveau, non, voilà, c'est parce que. Mais après, nous. Il faut se mettre à sa place. Il a récupéré le trône de Jonathan Sexton, un mec qui était là depuis 15 ans, qui a marqué 1200 points ou je sais plus combien en carrière, mais un nombre complètement ahurissant. Oui. Je pense que voilà, c'est qui est un fils d'eux aussi. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui doivent peser sur ses épaules. Mais c'est vrai que je n'étais pas encore pleinement convaincu par ce joueur. Ouais. Et en plus, là, pour le coup, c'est pas méchant pour les Italiens, mais il reste Irlande-Italie, donc quel que soit le match qu'ils fassent contre l'Italie, on dira oui, mais c'est l'Italie. Donc en fait, tout le monde retiendra cette raclée qu'ils ont pris. Du coup, le match qui peut leur faire perdre le tournoi, et déjà le Grand Chelem, c'est sûr, mais le tournoi, c'est très proche, c'est très probable. Donc on retiendra plus ça. Et rappelez-vous, contre l'Angleterre, il n'avait pas été très bon face au poteau. Donc en fait, on va lui dire attends. C'est même la rentrée de Crowley qui a été bonne. Non, mais oui, voilà. Je pense que là, il a perdu. On va lui dire, pour résumer son tournoi, écoute, 2 gros matchs à la maison, quand même, c'est un avantage. Angleterre-France, tu as été complètement absent. Alors oui, contre le Pays de Galles, tu as été un peu bon, mais en défense, il n'a pas été bon du tout. On va dire, on retient quoi? Quand je disais que Écosse. Allez, Écosse, il a été plutôt bon. Cette semaine, Sam Warburton, l'ancien capitaine de 3e ligne du Pays de Galles, disait pour moi, ça doit être le numéro 10 des Lions cet été. Alors, je ne sais pas exactement où en sont les bookmakers numéro 10, au sujet. Mais c'est vrai qu'il y a un vrai débat parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de personne qui s'impose. Finn Russell, voilà, et pas le 10 le plus constant de la Terre. Les Anglais, c'est pareil. Et donc, Warburton militait pour Prendergast. Je ne sais pas s'il dira la même chose la semaine prochaine dans sa chronique quand même. Ah non, mais à voir. Après, bon, il a peut-être perdu beaucoup là, avec la tournée des Lions qui arrive, mine de rien. C'est vrai que quand tu regardes la tournée des Lions et donc du coup le choix des numéros 10, tu te dis à quel point on a de la chance en France par rapport à toutes ces nations. On pourrait leur en prêter un ou deux. T'as l'impression que notre 4e 10 en fait il est titulaire avec les Lions. Mais Mathieu Jalibert est titulaire avec Lions. Bah oui. Voilà, non, mais ça après c'est pas faire du show, va être chaud. Si, je sais que ça va être Marcus Smith. Ouais, mais Marcus Smith, regarde, aujourd'hui il est sur le banc de main, c'est l'Italie, mais si il est titulaire, alors il est plus titulaire 15 maintenant du coup, mais oui, voilà. Du coup, tu prends qui? Tu prends Finn Smith du coup. Vu que l'Angleterre qui gagne, c'est l'Angleterre avec Finn Smith en 10 et qui a gagné la France en plus. Pourquoi pas? Bon, bref. En tout cas, Prendergast, c'est la cote. Elle a augmenté là. Elle a augmenté. Messieurs, avant de se projeter sur l'Écosse, il est l'heure de dévoiler le maillot. Donc voilà, Pasti, un bon maillot rugby. Alors, il me semble qu'il n'y a pas de jingle là. On me dit il y en a un, voilà, parce que j'avais un doute, j'avoue. Mais du coup, jingle, bien évidemment, et on dévoile le maillot. Ça me rassure de voir qu'il y a du déchet technique même chez Vincent Franco. Oui, mais en fait, je me suis perdu, j'avoue, je sais pas pourquoi, mais bon, en tout cas, il y a un jingle, bien évidemment, et il y a cette boîte. Encore une fois, comme depuis le début, voilà, dans le chat, ils veulent le maillot irlandais du coup. Alors, le maillot du Leinster, je répète, ce sera pas possible, c'est un maillot forcément d'une des 6 nations qui jouent le tournoi. Voilà, donc rapidement un bon maillot rugby comme il y a 2 semaines, voilà, c'est une société qui vous permet d'avoir des maillots moins chers de tous les championnats, voilà, bien sûr les sélections internationales, top 14, Premiership, Super Rugby, ce que vous voulez, URC, si vous voulez le maillot des Glasgow Warriors, les tenants du titre collector, vous pouvez, et bien sûr code promo 10%, à chaque fois c'est un rêve de dire ça, code promo 10%, 3e mi-temps 10, je dis pour ceux qui nous écoutent, 3MT en majuscule et 10, et vous aurez 10%. Voilà. Alors qu'on a même dans le chat des Britanniques qui nous suivent et qui réagissent dans le chat. Donc voilà, un bon maillot rugby, des maillots pas chers, et le maillot c'est de cette saison à 4 ans en arrière que vous pourrez avoir. Et bien sûr, vous pouvez également mettre les équipes que vous ne voulez pas. Voilà, si vous ne voulez pas l'Angleterre, par exemple, vous pouvez le mettre. Si vous l'avez déjà, par exemple. Mais on l'a déjà, nous on l'a eu après Italie-France, et on avait eu le maillot que je me de l'Italie après Angleterre-France. Donc voilà, un bon maillot rugby, et messieurs, allez ouvrez-le. Honneur aux plus jeunes, Bissot. Attendez, avant de l'ouvrir, bien sûr, quel maillot vous voudrez? Alors le truc c'est que du coup, est-ce qu'on peut avoir un doublon ou pas?
comme en top 14 et en. C'est-à-dire, alors, est-ce qu'on peut récupérer l'Angleterre encore? Pour tout vous dire, sur la série, on a 7 maillots, il y a 6 sélections. Donc il y aura forcément un doublon. Au vu du match d'aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour voir la France. Alors, il y a peut-être le moment où on se dit grand chelem, la France. Mais là, aujourd'hui, c'est le match, un des plus beaux matchs qu'on a vu de l'équipe de France de ces dernières années. Donc, moi, j'ai envie d'avoir la France. De toute manière, on n'en sait rien. Nous allons. Vas-y, donne ton prono. Tu veux pas? Un petit Pays de Galles. Pays de Galles? Pays de Galles, ouais, Pays de Galles improbable. Ils sont en forme en ce moment. Oh là, c'est quoi ce beau blanc et vert? J'ai l'impression que t'as deviné juste. Oh, le maillot extérieur. Oh. J'ai eu peur parce que je suis daltonien et quand j'ai vu que c'était le Pays de Galles, j'ai dit j'ai vu du vert ce maillot Pays de Galles. Mais c'est bien du vert. Voilà, donc maillot extérieur du Pays de Galles. Wow. Ah ouais, mais celui-là, ils l'ont rarement porté, non? Ah, celui-là, il est collector pour le coup. Ils l'ont rarement porté. Alors voilà, Pays de Galles extérieur. Alors, il est beaucoup plus sobre que celui des équipes précédentes qu'on a eues, mais au final, ça passe. C'est dur, on a eu l'Angleterre en termes de sobriété. Ah non, mais non, l'Angleterre, il y a un petit logo dedans. Ah ouais, bon, ok, je Et là, il n'y a pas de petit logo. Mais voilà, donc bien sûr, et encore une fois, je le dis, c'est pas ce maillot qu'on vous fera gagner. Parce que lundi matin, il y aura un concours. Attendez, je vais cacher l'étiquette. Bon choix de sponsor quand même. Parce que il y aura un jeu concours, mais vous recevrez chez vous une boîte où il y aura un maillot à l'intérieur et ça peut être celui-là, mais ce sera pas celui que j'ai entre les mains en tout cas. Donc il y en a un qui s'ouvrit sympa, le maillot du Portugal. Ah, c'est vrai. Bah oui, les couleurs, mais bon, en tout cas, ce sont les Gallois. Pour voir. Ah, il y a le sponsor. Go Compare, d'accord. Voilà, il y a un sponsor, belle pub d'ailleurs, hein, voilà, on ne paye pas, mais donc je le mets là, maillot extérieur du Pays de Galles, ça change, faut le dire. C'est bien, on avait que des maillots extérieurs. Bah ouais, c'est cool. Ah. Donc pour l'instant, Italie, Angleterre, Pays de Galles. Donc voilà, Vincent Bissonnet aura eu l'honneur. Il n'a pas encore eu le maillot de la future vainqueur du tournoi. En plus, ce qui est bien, c'est que si c'est Bissot qui le porte sur le terrain, il sera jamais sali, donc. C'est un peu méchant. Déjà, Bissot c'est tombé. C'est vrai que maintenant qu'ils ont changé, ils peuvent plus jouer en vert et rouge. Je ne sais pas si vous avez suivi, ils peuvent plus jouer vert contre rouge. Non, c'est pas possible. Pour les daltoniens, Vincent Bissonnet est daltonien. L'association des daltoniens de France remercie cette initiative. C'est quoi? Il est sorti. C'est quoi cette couleur là? Ah oui, le maillot des All Blacks. Ah, le maillot des All Blacks. Ah, c'est énorme. J'ai vu Poirot, j'ai dit putain. Mais ça devait pas être les maillots du Nation parce que l'Afrique du Sud ça a changé. Beau logo. Non mais voilà, le 15 du Poirot. Donc merci encore à un bon maillot rugby. Et puis le code promo toujours 3MT10 en majuscule MT. Vous le voyez, voilà, c'est édition spéciale Nation que nous avons. Mais vous pouvez avoir le club que vous souhaitez. En tout cas, il faut un peu de chance parce que vous pouvez mettre les clubs que vous voulez pas, mais vous pouvez pas mettre le club que vous voulez. C'est le principe. Voilà. En plus, c'est le maillot d'un Pays de Galles historique. Oui. C'est ce qui est bon. Ah voilà, et Achraf en régie qui remercie Vincent d'avoir tapé le micro avec le maillot. Voilà, non mais Achraf il est très voilà, pied terre à terre, il n'oublie pas les principes, c'est-à-dire dévoile ce que tu veux sur le plateau, mais n'abîme pas le matériel, voilà, sinon ça va barder. Messieurs, juste, avant de terminer cette émission, on peut se projeter un peu sur le match contre l'Écosse. Du coup, voilà, comment on aborde aujourd'hui ce match contre l'Écosse? Est-ce que c'est un piège? Bien évidemment, c'est mieux de l'aborder dans ce sens-là que se dire il faut prier que l'Irlande perde contre l'Italie, tout ça pour gagner. Oui. Là, on n'y aurait pas cru un seul instant. Mais aujourd'hui, comment on aborde ce match pour ne pas faire l'erreur qu'il avait fait il y a quelques années la France, où ils avaient perdu contre l'Écosse à domicile dans un match où il fallait remonter du goal average. Tout simplement faire le contraire de ce match en 2021 où juste on s'est un peu marché sur les pieds, on a trop hésité, trop gambergé dans nos têtes, fait un peu n'importe quoi notamment en fin de match et au final on a perdu tout simplement. Aujourd'hui l'Écosse, je suis pas sûr que ce soit l'Écosse la plus dangereuse de ces dernières années pour être honnête. Bon, je dis ça, ils sont en train de taper le Pays de Galles, mais bon, le Pays de Galles ça reste le Pays de Galles. Très honnêtement, j'ai une énorme confiance en cette équipe de France contre l'Écosse, notamment à domicile. Et puis ils ont assez répété, les Français, tout au long de l'année, depuis 2025, de la préparation de ce tournoi, que ce tournoi il est pour eux. Ils ont tellement franchi l'étape la plus dure, ils sont arrivés au sommet en battant l'Irlande, que je les vois mal lâcher contre l'Écosse maintenant, si près du but. Aujourd'hui, je pense que l'équipe elle est en mission, à l'image de ce match contre l'Angleterre lors du Grand Chelem 2022. C'est un match où tu sais que ça va passer, qu'on va gagner et qu'on va le soulever ce trophée tout simplement. Ouais, après, je suis plutôt d'accord avec toi, mais je rappelle quand même que je pense que cette équipe écossaise est l'équipe la plus imprévisible de tout le tournoi. Imprévisible. À l'image de son joueur, c'est ça? On l'a, un petit peu, oui, c'est vrai. Sans vouloir tomber dans la caricature. Voilà, je pense qu'on a tout le monde avait vu le match en Angleterre, hein, qu'ils auraient dû, comme vous voulez, remporter. Il a manqué une transformation et 3 ou 4 occasions énormes manquées. Une pénalité notamment. Et je pense qu'il faut garder ce match. Vraiment en tête. Voilà, le match de
l'Écosse en Angleterre et se rappeler que c'est une équipe qui peut-être sur la durée aujourd'hui elle n'est pas encore assez consistante pour aller faire une demi-finale de Coupe du Monde ou pour gagner un tournoi, mais sur un match je pense vraiment que c'est l'équipe qui est capable de taper n'importe qui et je pense qu'il faut vraiment garder ça en tête. Voilà. C'est peut-être bateau ce que je veux dire, mais il faut que dans le premier quart d'heure, 20 premières minutes, il faut leur faire comprendre que le trophée il est à la France et qu'ils sont pas. Il faut faire une entame à l'Irlandaise des grandes années et les mettre sous pression. Surtout, l'Écosse marche beaucoup à la confiance. Si tu les laisses se mettre. Ne pas les laisser commencer à mettre leur jeu de possession, leur jeu de relance. On sait qu'ils ont des joueurs, Duhan van der Merwe dans un bon jour, il peut claquer un triplé et personne ne peut l'arrêter. Voilà, je pense que l'entame sera déterminante pour prendre le contrôle du match, écrire le scénario et dire non, aujourd'hui c'est notre soir et là vous n'allez pas nous gâcher la fête, parce qu'eux ils ont le rôle parfait pour ça. Ils n'ont plus que ça à jouer entre guillemets. Une victoire de prestige à Paris, ça serait magnifique pour eux. En plus avant la tournée des Lions, je pense qu'il y en a plein qui marqueraient des points individuellement. Donc voilà, et puis se comporter en patron. Il y a deux petits éléments que je veux souligner. C'est aussi, ce sera le premier match à 90% je pense sans Dupont. Donc du coup, comment on va gérer l'absence de notre capitaine quand même lors de ce tournoi pour ce match, et risque de ne pas y avoir Barassi aussi. Barassi avait les impacts. Barassi rentré en jeu et rentré en jeu après sa commotion, et donc du coup qui devrait être absent pour une semaine. Après, honnêtement, on n'a pas l'information. Est-ce que c'est le staff qui a voulu laisser Djegou sur le terrain parce qu'il était exceptionnel? Est-ce que Barassi n'a pas répondu? On n'a pas les premiers échos, je pense. Mais donc il y a quand même des choses, peut-être de remaniement d'effectifs, en tout cas obligatoires en fonction des blessures, qui sont des inconnus encore qu'on n'a pas en vue. D'ailleurs, ça me fait dire, quand tu parles de remaniement, je pense qu'on aura du coup Grégory Aldrit capitaine face à une nation un peu particulière pour lui. Son papa a grandi, son papa est né au Kenya mais a grandi en Écosse. Un de ses frères vit en Écosse. Oui, il parle très très bien anglais. Si jamais Grégory Aldrit soulève le trophée du tournoi samedi prochain face à l'Écosse, je pense que ça serait un moment doublement mémorable pour lui. On lui souhaite que ça. Qui conclurait son bon tournoi. Qui conclurait un tournoi de très très bonne facture, effectivement. Non mais oui, bien sûr, on vous tiendra au courant sur Barassi parce que voilà, ce sera une des informations. S'il est forfait, est-ce que ce sera De Porter, est-ce que ce sera Fickou? De Porter était réserviste en Irlande, pas Fickou, donc voilà, il y aura branchez-vous sur Rugby Rama, il y aura les infos. Alors aussi deux choses. Alors je m'excuse, mais bon, il y a eu 2 records battus aussi dans ce match. C'est vrai. Enfin 2 que j'ai en tête. Voilà, Louis Belbiaré qui est le premier joueur français à marquer 6 essais dans un même tournoi. Et puis Damien Penaud qui a égalé. Ah oui, voilà, il y a un record battu, un record égalé. Tu fais très bien. C'est l'expérience qui parle. Je te fais confiance. non, mais c'est vrai que on l'a attendu longtemps. Pourquoi tu dis ça? C'est un peu trop référence à l'âge. L'âge n'est qu'un chiffre. Hein. Moi, je suis quand même Mbappé. Tu parles pas d'âge. Non, mais t'es pas plus vieux que nous. T'es juste un peu moins jeune. Voilà. Non, mais. Et Belbiaré aussi. La stat, c'est le joueur le plus impliqué sur un nombre d'essais. Donc là, je crois que c'est 11 dans une même édition du tournoi. Oui, avec essais plus passes décisives. Voilà, donc il a détrôné Johnny Wilkinson, qui était le joueur qui en avait fait. Excusez-moi, excusez du peu. Non mais oui, et bon, et du coup on l'avait attendu de longs mois quand même, Damien Penaud. On a beaucoup parlé de lui dans ce tournoi, pas toujours pour de bonnes raisons, puisqu'il était en haut. La brève était prête. Parce que on va pas dévoiler des secrets de journalistes, mais le papier était fait depuis plus d'1 an. Le papier sur Rugby Rama, la brève était prête depuis plus d'1 an. qu'on prépare. C'est un peu pareil. Voilà. Dans le back office. Je pense que ceux qui nous écoutent comprendront pour anticiper. Bravo à François Malesson qui a senti cette semaine et qui l'a mis à jour. Et du coup, non mais voilà, je pense que vous comprenez facilement, ceux qui nous écoutent, qu'on anticipe au plus possible. Bon, on va pas se mentir, la blessure du Dupont, on l'avait pas anticipé. Mais on a bien répondu, bien évidemment. D'ailleurs, Tristan, voilà, qui a écrit le papier, je lui fais un petit coucou. Et bon, mais Penaud, voilà, il va le battre ce record au bout d'un moment. Il l'a égalé, il va le battre. À un moment en plus un peu bizarre de sa carrière. Loin, en fait. À un moment un peu bizarre de sa carrière internationale. Il y a eu cette tournée de novembre là, qui aurait pu lui permettre déjà de battre ses records. Où il est forfait de dernière minute avant le match contre le Japon. Il doit revenir, puis finalement il revient pas. Là, ce tournoi, on en a beaucoup parlé. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Il joue pas le Pays de Galles. Il joue pas le Pays de Galles. Il revient en Angleterre où il marque, mais il répond pas à toutes les attentes du staff. Il sort pour l'Italie, il revient là dans un contexte un peu où Théo Atisogbe avait été très très bon et prétendait selon certains à une place tout à fait méritée dans le 15 de départ. Et au terme d'un match où il n'a pas été tout le temps brillant, tout le temps inspiré.
voilà, il a cette première chevauchée sur le deuxième essai de Bielbiarré et cette fantastique chevauchée parfaitement mise sur orbite par Thomas Ramos, son pote de chambre. Son pote de chambre. L'histoire elle est quand même belle au final, on aura oublié son match un petit peu mitigé. L'histoire elle est quand même belle de voir Damien Penaud marquer, quand même beau plongeon pour les photographes. C'est pour l'ensemble de son œuvre, c'est mérité. Bon, l'histoire elle est encore en d'écriture, elle n'est pas finie. J'espère que ça va le libérer, puisqu'il jouait quand même un peu de malchance. Une infection pulmonaire, donc je crois que c'est ça qu'il avait avant le Japon. Donc le Japon, t'es censé battre un record contre le Japon quand même. Tu peux dire pour toute la tournée de novembre au final. Voilà, pour toute la tournée de novembre. Ensuite, une blessure à un orteil, c'est quand même un peu banal. Donc il a eu ça. Il a eu son déclassement contre l'Italie. Donc un match où on met 70 points. Voilà, il aurait pu légitimement marquer. Et donc là, il a attendu le moment le plus difficile pour égaler le record. Et j'espère que ça le libère. D'ailleurs, est-ce qu'il peut pas remercier Thomas Ramos? Est-ce que Thomas Ramos a pas... Il n'avait pas les cannes. Alors, il aurait peut-être pas eu les cannes. Ça peut arranger les deux. Alors, il aurait peut-être pas eu les cannes, mais il aurait pu courir 40 mètres de plus. La logique du rugby veut qu'il donne la balle. Moi, je suis d'accord. Oui, non, mais je pense aussi, mais ma première réaction était de dire il aurait pu attendre un peu, mais on demandera si on a la chance de discuter avec Thomas Ramos. Est-ce que il n'y a pas eu ce record qui a joué un peu. Il lui parle le café demain matin, à mon avis, oui. Ouais, voilà, cette petite passe, vas-y, fais-toi plaisir. Et d'ailleurs, c'est pas au Prendergast qui était encore là en train de les courser, ou absolument aucun espoir de les rattraper, mis à part un claque. Il fait quand même un bel effort. Bel effort, mais après, il fallait qu'il perde. Oui, c'est lui qui fait l'effort sur Dupont en début de match, Prendergast. Mais il fallait qu'il perde 3 crampons, qu'il se claque, qu'il perde un doigt et qu'il tombe le ballon. Je suis quand même assez admiratif de ces joueurs qui sont tout le temps là, à 2 doigts de rattraper les mecs, tu sais, sur les interceptions. Il y a tout le temps un mec il est à 2 doigts, mais tu sais qu'il va jamais y arriver, mais c'est tout le temps lui qui course à la fin. Et j'ai une admiration pour ces gars-là. Et donc Prendergast, bienvenue au club. En tout cas, il se rappellera de ce match, Damien Penaud, et il se rappellera peut-être du match contre l'Écosse, parce qu'il aura peut-être gagné le tournoi et aussi dépassé pour de bon Serge Blanco, la légende Serge Blanco. Ça, une deuxième victoire dans le tournoi, ça serait quand même beau. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, on lui souhaite. On lui souhaite. Bon, on le souhaite déjà aux Français de gagner le tournoi. Oui. Si c'est Bielbiarré qui marque, on ne l'en voudra pas trop. Et puis Penaud, il attendra. Pas la Nouvelle-Zélande, il attendra quand il veut. Mais en tout cas, on lui souhaite de le battre le plus vite possible, ça c'est sûr. Merci. Merci à toi. 1 heure d'émission, on est bon. Merci à Ashraf. Merci à tous ceux qui sont dans la rédaction. On me demande encore le résultat de Grouillet. Donc, je vous le dis, ils jouent ce dimanche contre Auch. Nicolas Hugo, voilà. Condition météo. Notre collègue Nicolas Hugo, on ne se parle pas de tout le week-end là. Mais bon, voilà, c'était pour le petit clin d'œil. Merci encore une fois. Merci à tous de nous avoir écoutés. Encore une fois, vous pouvez retrouver cette émission sur Rugbyrama, sur YouTube, en podcast également, si vous ne voulez pas voir nos têtes. Ce qui est un bel argument et un argument très très recevable, sachez-le, surtout quand Yanis est sur le plateau. Merci. Voilà, c'était pour le cadeau de fin d'émission. Merci à tous. Allez tous lire les papiers qu'il y a sur Rugbyrama et le journal Midi Olympique parce que ce sera très chargé ce week-end. On a parlé victoire en Irlande, blessure de Dupont, qui en 13 contre l'Écosse, voilà. Donc il y aura beaucoup de choses à lire et à débriefer. Donc allez lire et nous on se retrouve la semaine prochaine. Ciao ciao. Revivez la passion du match à travers nos box mystères. Des clubs français et européens jusqu'aux 6 nations. Maillot officiel de match, short et débardeurs pour hommes, femmes et enfants pour moins de 50 €. Craquez pour cette expérience unique et laissez le hasard décider sur unbonmaillotrugby.com.